Bonjour à tous et merci de participer au troisième webinaire d'OPO. Je me présente, Frédéric Sandéhy, je suis associé fondateur d'OPO et je serai accompagné aujourd'hui par Antoine Toupin, également associé chez OPO. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est comment réduire les coûts de manière pérenne. C'est un sujet délicat car il a souvent un impact sur les ressources humaines et présente donc un risque social assez fort. Il est cependant légitime quand son objectif est d'éviter la fermeture, par manque de trésor, d'une partie du tissu industriel, ce qui aurait à terme plus d'impact sur l'emploi et la vitesse de la reprise. La question qui se pose, en tout cas qu'on s'est posée en préparant ce webinaire, c'est comment mener à bien ce type de programme en y intégrant une approche qui est spécifique au contexte, à la culture, aux différents métiers de l'entreprise et surtout en la positionnant comme un véritable programme du changement et non pas uniquement comme un coup de rabot sur les coûts. Nous avons donc volontairement axé le webinaire sur l'aspect méthodologique de la transformation, plus que sur les leviers de réduction de coûts en eux-mêmes. Nous espérons que ça donnera les éléments nécessaires pour ceux qui auraient à s'engager dans ce type de programme. Juste avant de démarrer, je voulais vous donner un petit peu de visibilité sur les prochains webinaires d'OPO, à commencer par le Demo Days de la semaine prochaine, dont je laisserai Michael Valentin présenter les grandes lignes à la fin de ce webinaire, et qui sera suivi de 3 autres webinaires le 13 mai, le 20 mai et le 27 mai autour des sujets que vous voyez sur la page. On espère que vous serez nombreux à y participer. Le format reste le même, 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions. On va essayer de découper le déroulé avec une petite pause au bout de 30 minutes pour déjà essayer de répondre à un certain nombre de questions et on laissera le reste des questions pour la fin. On a découpé la présentation en trois parties. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. La grosse partie qui va être sur l'approche, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le gros focus de ce webinaire. Et à la fin, une synthèse orientée autour des facteurs clés de succès pour appuyer sur un certain nombre de points qu'on aura regardé pendant la présentation. Alors, tout d'abord, le contexte. La crise est un élément important de ce contexte. Vous voyez ici une étude qui a été faite par le cabinet McKinsey autour des consommateurs et principalement du niveau de confiance qu'ils ont dans la reprise. On voit que le niveau de confiance est assez faible puisque seulement 15% sont confiants dans la reprise. Ça, c'est une étude française. Ce qui aura certainement un impact plus ou moins direct sur le chiffre d'affaires des entreprises et des industriels. On a mené une enquête à travers à peu près, je crois, 60 interviews d'industriels qui représentent 12 secteurs différents. Et l'un des sujets prioritaires qui est remonté d'ailleurs en première position, c'est le sujet autour du BFR, donc risque trésor, et aussi de la réduction de coûts au sens coût récurrent. Donc pas l'aspect one-off trésorerie, mais vraiment une réduction de coûts pérenne et notamment des coûts fixes. Une réduction de coûts, c'est un sujet, comme on le disait tout à l'heure, qui est compliqué à gérer parce que ça peut avoir un impact sur l'emploi. Et justement, cette baisse envisagée du chiffre d'affaires par les industriels, ça se traduit par le fait qu'ils envisagent en grande partie, on a fait une étude auprès d'une trentaine d'entreprises en collaboration avec la FIM, la Fédération de l'industrie mécanique, qui montre qu'à peu près 60% des industriels interviewés envisagent probablement ou certainement un impact sur l'emploi. Ce qui rend le sujet important, légitime, mais compliqué, car qui dit impact sur l'emploi, impact sur les ressources, sur les forces vives de l'entreprise, dit sujet où la conduite du changement, la prise en compte du terrain est très importante. Le contexte actuel de la crise apporte aussi une complexité supplémentaire. Alors, on a essayé de recueillir par métier, par secteur, un certain nombre d'éléments de contexte à prendre en compte quand on se lance dans un programme de réduction de coûts, alors qu'il y a la crise du Covid et les impacts sanitaires que ça va demander de gérer un peu partout, ainsi que l'évolution de la demande et sa grande variabilité qui est à prendre en compte.
Comment ça va se traduire, notamment en production? En production, réduire les coûts, c'est bien, mais dans une situation où finalement il va y avoir une grosse variabilité de la demande, il faut aussi réfléchir beaucoup à agilité. Donc réfléchir à agilité des moyens pour être capable de faire face très très rapidement en termes d'organisation des lignes de production à une variabilité de la demande. Intégration des contraintes sanitaires. On a notamment fait une interview à travers les interviews de la FIM où on a discuté avec un patron d'une entreprise française du BTP qui, lui, estimait de l'ordre de 4 à 5 euros de l'heure de surcoût sur ces chantiers liés aux contraintes sanitaires. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte parce que c'est un élément important pour donner de la confiance et c'est un élément important à prendre en compte quand on veut réduire les coûts et c'est certainement pas un axe de réduction de coûts. La notion RH aussi qui va être très impactée, notamment parce qu'elle a un rôle très important dans cette phase-là pour redonner confiance et être à l'écoute du terrain dans cette phase très importante où il y a une vraie crainte et il faut gérer les contraintes sanitaires sur le terrain. La supply chain et les prévisions de vente, depuis quelques semaines déjà, il y a un gros travail qui sont faits par les industriels pour essayer de forecaster au mieux, malgré l'incertitude, quel va être l'impact sur le chiffre d'affaires. Ces boucles courtes en termes de planification de la couche la plus macro, de forecast à travers le SNOP jusqu'au terrain, va être un axe majeur de la crise. Et qui dit axe majeur de la crise, dit besoin de ressources, besoin de compétences pour le gérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des optimisations de réduction de coûts, ça veut dire qu'il faut prendre en compte qu'il va y avoir une intensité en termes de boucle de planification qui risque d'être supérieure parce que beaucoup plus de variabilité. Et enfin, au niveau de la vente et de la distribution, il va falloir s'adapter à la demande. Et on voit que le multicanal, qui est finalement quelque chose qui se développe déjà de plus en plus et pour lesquels certaines industries, enfin certaines sociétés, notamment Amazon, ont un gros niveau de maturité, ce n'est pas le cas de tous les retailers. Et du coup, être capable de s'adapter aux différents canaux type drive-in, la vente online, c'est quelque chose qui va demander certainement un développement de compétences, la mise en place de nouveaux process, qui sera certainement prioritaire par rapport au fait de les optimiser, de passer dans une phase plutôt de réduction de coûts sur ces sujets-là. Donc, voilà, c'est pas des bémols, mais c'est quelques réflexions autour des précautions à prendre quand on lance un programme de réduction de coûts dans cette phase actuelle. On va passer à l'approche. La première page, elle a pour but de présenter l'approche qui est finalement assez classique, mais il y a quelques incontournables quand même dans cette approche. Déjà, c'est une approche séquentielle en 4 étapes où l'ordre est très important. On y reviendra, mais il y a un vrai besoin d'avoir une définition du potentiel au tout départ avant de rentrer dans la phase de génération d'idées. Donc, 4 étapes, plus ou moins longues, bien entendu, suivant le périmètre. Donc, définir le potentiel, générer les idées, préparer la mise en œuvre et enfin, mettre en œuvre les idées de réduction de coûts. On s'est focalisé, on n'a pas pris en compte la phase de mise en œuvre, même si elle est très importante. On a vraiment voulu se focaliser sur comment prendre en compte les spécificités dans les 3 premières étapes. Et quelque chose de très important également, c'est que, comme on le disait en introduction, pour éviter de se retrouver dans un programme qui se transforme très très vite en sujet très analytique, très financier et qui oublie un petit peu l'humain, il est très important d'intégrer un stream à part entière autour de la conduite du changement qui doit démarrer dès la phase de définition du potentiel pour pouvoir donner du sens et préparer la communication au reste du programme et se poursuivre tout au long du programme, y compris pendant la phase de mise en œuvre. Donc là, je vais zoomer sur la première partie, la définition du potentiel. Il y a plusieurs incontournables dans cette phase-là. Déjà, un programme de réduction de coûts, il doit s'adapter, comme on le disait tout à l'heure, à la culture, au contexte. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser dans cette phase 1 et généralement, on la pose, commencer par le sponsor, le directeur général, le CEO. C'est à quel point la réduction de coûts est importante
et à quel point elle doit prendre une place prépondérante par rapport à laisser dans ce programme-là une opportunité de développer les compétences. On y reviendra plus tard, mais c'est beaucoup plus dur de faire un programme de réduction de coûts si l'objectif unique est de réduire les coûts à très court terme. Par contre, si on en profite pour se dire que ça va permettre de développer les compétences techniques, puisqu'il y a des sujets techniques qu'on a le temps de creuser dans ce genre de programme pour trouver des idées d'amélioration, que ça va développer les compétences analytiques, la culture coût, et d'axer le programme aussi autour de cette formation et du coaching, ça a un intérêt beaucoup plus fort, ça a plus de pérennité, et du coup, c'est une question à poser très, très tôt. La première question qu'on a envie de poser à un CEO quand il s'engage dans une démarche de réduction de coûts, c'est finalement, c'est quoi le sens qu'on donne à tout ça? Est-ce que c'est simplement qu'il y ait une érosion de la performance et que pour être plus compétitif, on a besoin de réduire les coûts? Est-ce que c'est une simple volonté d'un CEO qui vient d'arriver et qui veut marquer son arrivée par un programme assez fort qui va permettre d'augmenter la rentabilité de la société? Ou est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus profondes, type un effondrement de marché, qui nécessitent et qui donnent une histoire très, très forte au programme de réduction de coûts, parce qu'on parle de survie de l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments à cadrer très, très tôt. L'horizon à laquelle on souhaite atteindre le potentiel est également important. Ça permet de voir finalement quelle durée on donne à la phase analytique au départ. Est-ce qu'on se permet des sujets qui peuvent avoir un impact fort sur la réduction de coûts, mais qui ont des temps de mise en œuvre beaucoup plus longs, voire même qui peuvent nécessiter des CAPEX. Le rôle du central ou du corporate est également très important. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que le corporate fait partie du périmètre de la réduction de coûts, ou est-ce que finalement, comme ça arrive parfois, l'effort est principalement porté par les BU ou les divisions? Quelle légitimité aura ce corporate dans le pilotage d'un programme de transformation de coûts? Quel est le style du management? Donc, le style du management est très important. On peut se poser plusieurs questions aussi sur cet item-là. Est-ce que finalement, on veut un target setting qui est très top-down? Est-ce qu'on veut que la cible soit la même pour tout le monde? Est-ce qu'on veut des cibles différenciées en fonction du potentiel des différentes BU, des différentes divisions, des différents départements? À quel point le style de décision managériale est fact-based ou est-ce qu'il est plutôt intuitif? Ça va avoir aussi son importance sur la durée au début des phases de baselining et de génération d'idées. Parce que si on a une prise de décision qui est très analytique, ça veut dire qu'il va falloir être très détaillé sur les baselines et sur ce qui va permettre de prendre des décisions en termes de potentiel. Donc, ça peut influer fortement sur les premières phases du programme. Et bien entendu, d'essayer de mesurer quel est le niveau d'acceptation du changement, notamment en essayant de voir comment se sont passés des programmes de réduction de coûts dans le passé ou de manière plus générale des programmes de changement et de voir comment ça a été vécu. Est-ce que ça a été un succès ou au contraire un échec et pour quelles raisons? Donc tous ces éléments-là permettent de se poser des bonnes questions avant de structurer le programme de réduction de coûts. L'une des étapes obligées, c'est le travail d'arbre des coûts. Donc, d'arriver à découper le périmètre qui a été retenu en un arbre des coûts qui va permettre deux choses. La première chose, ça va permettre déjà de faire le baselining, c'est-à-dire la référence de coûts par nature de coûts par département, qui est un élément incontournable pour derrière rentrer dans la phase de génération d'idées, mais aussi le fait de découper finalement les coûts par département, par nature de coût, par activité, ça permet d'avoir une approche qui n'est pas purement financière, mais de se poser les questions de la spécificité des différents métiers. Donc, vous voyez sur cette page un certain nombre d'exemples. On ne traite pas nécessairement de la même manière un sujet qui va toucher la main-d'œuvre, par exemple la main-d'œuvre en production, qu'elle soit MOD ou MOI, où là, on a un sujet qui forcément va être sensible socialement, puisque l'impact se traduira par une réduction de TP, d'un sujet énergie
où les idées sont, pour la plupart du temps, techniques, nécessitent des experts d'installation d'énergie et du process et se traitent très, très bien par de la génération d'idées avec les sachants. Au même titre, sur les coûts plutôt de nature SG&A, on ne va pas traiter de la même manière des tâches très répétitives comme des tâches de la paie ou de la compta, où l'important est d'être efficient et d'avoir un bon niveau de productivité sur ces tâches-là, que des tâches autour du juridique, de la fonction supply chain, où là, généralement, c'est des activités moins répétitives, peu processées, et où finalement l'impact n'est pas essentiellement dans l'efficience, mais plutôt dans l'efficacité et dans le fait que ça apporte la valeur nécessaire à l'entreprise. On le disait tout à l'heure, hein, le fait d'être capable d'avoir un bon forecast dans un environnement très variable, ça sera un sujet clé. Donc voilà, très important, être spécifique, s'adapter aux différents métiers, et on y reviendra tout à l'heure à travers la présentation des différents outils. Donc un exemple, enfin deux exemples d'arbres de coût. À gauche, un arbre de coût qui vient plutôt de l'industrie du process, où on voit que à travers 4 natures de coûts, on a quasiment 90% de la base de coûts, à savoir la mise au mille, la main-d'œuvre, l'énergie, la maintenance, versus à droite, une entreprise qui est plutôt une entreprise de service, où on voit que le SG&A a déjà une importance, représente beaucoup plus dans la base de coûts, et à travers les charges locatives, les frais de déplacement, le marketing, on atteint quasiment 50%, 50% de la base de coûts. Donc, l'arbre de coût reflète bien l'activité et doit être un axe majeur de cette première étape. On a parlé tout à l'heure de l'importance, en étape 1, de définir le potentiel. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand on va parler de réduction de TP, c'est difficile de rentrer dans une phase de génération d'idées avec des sachants à qui on va demander de trouver des idées où potentiellement l'impact, ça va être de réduire le nombre de personnes dans leurs équipes. Du coup, de définir l'objectif en amont, ça permet de partir de cet objectif dans les ateliers de génération d'idées et d'avoir justement cette base-là et d'essayer de l'atteindre. Et du coup, l'atelier de génération d'idées, c'est plutôt trouver les meilleures idées pour atteindre l'objectif qui, de toute façon, restera inchangé, plutôt qu'un atelier de génération d'idées qui va permettre de définir l'objectif. Donc, très important d'avoir l'objectif en amont pour s'assurer que derrière, on est dans les bonnes conditions dans les ateliers de génération d'idées pour atteindre cet objectif. On parle souvent de triangulation pour définir l'objectif. Triangulation parce qu'on a 3 approches différentes pour lesquelles, à la fin, il faudra trouver un consensus. Pas une moyenne arithmétique, hein, ce n'est pas du tout mathématique. Le consensus va dépendre de beaucoup de choses. Mais les 3 outils, c'est généralement le benchmark interne, qui est un très bon outil parce que facilement accessible et souvent beaucoup moins challengé par les équipes que le benchmark externe. Le benchmark externe, qui est un passage souvent obligé, mais comme je disais à l'instant, qui peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément les bonnes sources en termes de data, et c'est des fois très difficile de comparer une entreprise A avec une entreprise B, même si les produits sont similaires. Et enfin, un objectif qu'on a qualifié de lié au sens, puisque c'est celui qui peut porter de manière beaucoup plus forte l'histoire du changement qu'on va raconter autour du programme. Et cet objectif lié au sens, ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, soit un besoin de compétitivité pour redevenir leader sur son marché, soit dans la période actuelle, tout simplement un abaissement du point mort pour maintenir la trésorerie à flot et éviter de fermer. Un autre élément important dans cette phase-là, comme on parle de réduction de coûts, le potentiel est un élément important, mais son scénario de capture l'est tout autant. Je vais essayer d'être clair sur ce que j'appelle scénario de capture. Si on imagine qu'on a un gain de 20% de réduction de coûts, il faut se poser très très tôt la question de finalement comment on va les capturer. Est-ce que finalement on va
simplement capturer ce potentiel-là en réinternalisant de la sous-traitance de CAPA? Est-ce qu'on va réduire le nombre d'intérimaires? Est-ce qu'on ne va pas remplacer des départs à la retraite? Ou est-ce qu'on va devoir, pour atteindre ce potentiel, aller jusqu'à des plans de départ volontaires, du licenciement économique? Ces différents éléments-là, ayant un impact social de plus en plus fort, doivent être anticipés au plus tôt, puisque c'est des questions qui seront abordées, ça sera une vraie crainte, ça peut créer de l'anxiété dans les équipes. Du coup, il faut les anticiper tôt. Tôt pour être clair sur comment on veut le faire, tôt pour pouvoir avoir des discussions avec les partenaires sociaux, au plus tôt dans le programme, et pour préparer un plan de communication en adéquation avec ce scénario de capture des gains. L'autre élément dans cette phase va être de passer du temps avec l'ensemble des personnes clés du management et puis suivant la taille de l'entreprise, puisqu'il y a une question de temps aussi dans ces programmes, avec le middle management, pour initier ce qu'on appelle le processus de stakeholder management, qui se passe en 3 étapes. L'étape 1 et 2, que vous voyez ici, doit se faire dans l'étape 1 du programme de réduction de coûts, donc c'est-à-dire vraiment dans cette phase de préparation avant la phase de génération d'idées. Elle va consister à interviewer en tête-à-tête. Le mot tête-à-tête est très important puisque c'est là où les craintes et les attentes s'expriment le mieux. Donc, de rencontrer le maximum de personnes, d'être capable derrière, à l'intérieur de l'équipe programme et avec le sponsor, d'en débriefer et de construire finalement les convergences minimales qui vont essayer de trouver finalement le dénominateur commun entre les attentes et les craintes de tout le monde et qui va alimenter fortement et le plan de communication et le target setting et l'objectif qu'on va donner en termes de réduction de coûts. Ce processus de stakeholder management ne s'arrête pas là. Il doit être maintenu tout au long du programme de réduction de coûts, en retournant voir régulièrement ces gens-là et en s'assurant de la cohérence de ce qui est fait dans le programme à l'instant T avec les interrogations, les craintes qui avaient été posées au début du programme. On rentre dans l'étape 2, la phase de génération d'idées. On a principalement 5 outils qui vont permettre de traiter, on va dire, à peu près 80% des sujets de cette phase-là. Le premier outil, c'est la voix du client. Alors, quand on parle de voix du client, on parle de voix du client interne. Et la question qu'on se posera avec cet outil, c'est en fonction de l'activité et du livrable d'une activité dans un département donné, c'est à quel point la valeur ajoutée est perçue comme forte ou pas par son client interne, et ce qui permettra de prendre des décisions quant à la suppression ou pas d'un certain nombre d'activités et des livrables associés. Le benchmark interne, on en a parlé tout à l'heure, il est utile dans la phase de définition des objectifs, si on le fait de manière assez macroscopique, et on peut bien entendu le réutiliser à une maille beaucoup plus fine pour générer des idées dans cette phase de génération d'idées. Le troisième outil, c'est l'apport d'expertise externe. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais là, il y a principalement 2 façons de le faire. Soit l'observation active, quand l'activité le permet, typiquement l'activité de production, elle est très, très adéquate pour observer des gaspillages, donc ça peut être utilisé comme ça. Et quand les activités sont moins observables, on utilise ce qu'on appelle l'analyse MAE, mission, activité et produit fini, qui permet de rentrer dans un niveau de détail beaucoup plus fin de l'arbre des coûts et d'aller jusqu'au détail de l'activité micro des différents départements et services et de se poser les questions finalement de est-ce que l'ensemble de ces activités livrables sont bien cohérents avec la mission du département? Est-ce qu'il y a des doublons entre les activités et les livrables? Et est-ce que les livrables ont une valeur ajoutée? Donc, vous voyez que cet outil MAE, c'est également un prérequis à la voix du client, puisqu'il faut avoir un niveau de détail suffisamment fin pour se poser la question de est-ce que le livrable est à valeur ajoutée ou pas. L'outil numéro D, qu'on a appelé reconception des processus, c'est en fait finalement une approche ligne où on va redesigner un certain nombre de pratiques et de processus pour éliminer les gaspillages. Et le dernier outil, ça sera les ateliers participatifs
de génération d'idées qui sont souvent très utiles quand le sujet est peu sensible socialement et qui a une technicité derrière et où les sachants, les experts du métier sont nécessaires pour trouver les bonnes idées. Donc, ces 4 outils-là, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires et surtout, ils ne s'appliquent pas de la même manière. On voit bien, en expliquant la nature de ces différents outils, qui vont générer plutôt dans l'organisation un niveau d'appropriation plus ou moins fort. L'apport d'un expert extérieur qui, dans son coin, définit un potentiel et des idées, on risque d'avoir un niveau d'appropriation dans les équipes qui est relativement faible, ce qui est le cas aussi pour les benchmarks. À l'inverse, une approche lean ou de manière collaborative, on redesign un processus, va avoir un niveau d'appropriation, va générer un niveau d'appropriation qui est fort. Cependant, vu que les sujets peuvent être plus ou moins sensibles, on n'aura pas tout le temps le niveau d'interaction et de collaboration requis pour utiliser l'outil d'approche lean quand il s'agit, par exemple, de trouver des idées de réduction de TP. Et du coup, on va plutôt, dans ce cas-là, se pencher vers l'outil numéro C, l'apport d'expertise extérieure ou les benchmarks ou la voix du client. Ce qui peut être fait également quand on a réellement besoin d'avoir un redesign un peu bottom-up avec les équipes, mais que malheureusement, on est sur des sujets de TP, c'est de combiner les outils, c'est-à-dire de commencer par une première phase dans la génération d'idées où on va utiliser l'apport d'un expert extérieur qui permettra de préparer un atelier de redesign qui, lui, sera plus collaboratif, mais avec une base qui permettra de challenger un peu plus les équipes parce qu'on se sera fait notre avis avant de démarrer cet atelier de génération d'idées. Je ne vais pas repasser entièrement dans l'arbre des coûts parce qu'on ne va pas trop tarder à laisser un peu de place aux questions, mais j'ai repris l'arbre des coûts du départ et on a essayé de positionner l'ensemble des outils. Alors avec quelques exemples, hein, la main-d'œuvre opérationnelle MOI MOD en production, l'expertise extérieure via l'observation des activités, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Un autre exemple, par exemple, sur le G&A, sur des activités très répétitives, là, on va plutôt s'orienter vers une analyse très détaillée des activités et des produits finis et de passer ça derrière à la moulinette de est-ce que c'est à valeur ajoutée, est-ce qu'il y a des doublons, qu'est-ce que ça donne en termes de niveau de productivité si on fait des benchmarks internes ou externes. Donc, on va utiliser différents outils en fonction de où on se trouve dans l'arbre des coûts qu'on a initié au départ. Antoine, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais avant d'attaquer la phase 3, on pourrait laisser un peu de temps aux questions. Oui, alors il y en a une sur lesquelles les gens ont abondé. C'est une question qui porte un petit peu comme le dernier webinaire sur le phasage entre des approches comme la réduction des coûts et d'autres approches top-down comme typiquement la révision du footprint. La dernière fois, on avait posé la question du phasage entre footprint et puis révision de l'offre produit. Là, la question, c'est est-ce que on a bien un sujet de réduction des coûts qui se nourrit du sujet empreinte industrielle inversement? Et dans ce cas, comment on phase les travaux? Est-ce qu'on lance en premier le footprint ou en premier la réduction des coûts? J'ai proposé un premier élément de réponse en expliquant que les deux sujets étaient effectivement très liés, puisqu'on a cité la réduction des coûts la dernière fois, et on a reparlé de footprint aujourd'hui, et que, a priori, au moins pour les premières étapes, les deux premières, il fallait phaser les deux approches. Je pense qu'il y a, tu compléteras Frédéric, mais je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut fusionner les approches au moins au début. Il y a une raison d'efficience, c'est que si j'envisage de déplacer un site, c'est peut-être pas la peine d'aller dans le détail des pistes de réduction de coûts du site en place. Il y a une deuxième raison, je pense, c'est celle du sens et de la vision, la communication. C'est-à-dire que pour embarquer tout le monde dans un projet d'une telle ampleur, il y a intérêt à être cohérent sur les deux volets que sont le footprint et deux, la réduction des coûts. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, tout à fait. Je rajouterais quand même un point d'attention en termes de focus du management et des équipes de haut en bas.
que ce soit un programme de révision du footprint ou un programme de réduction de coûts, ça mobilise énormément l'entreprise. C'est un projet d'entreprise. On a tendance à dire que c'est quand même difficile de mener en parallèle deux projets structurants d'entreprise. Du coup, c'est quand même un point d'attention et en termes d'efforts et en termes d'histoire du changement, parce que l'histoire du changement, elle est d'autant plus claire qu'elle a un axe de communication très très pur. Et quand on commence à mêler deux axes de communication avec deux programmes qui certes peuvent avoir des synergies très très fortes dans les premières phases, il y a un risque de dilution et du message et de l'effort de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Donc, faut faire attention. Ça dépend de l'importance des sujets. C'est pas pareil un footprint où on va modifier très localement un site et puis un programme de réduction de coûts très ciblé où là on peut peut-être travailler en parallèle. Mais si on a deux programmes de transformation majeurs en parallèle, il vaut mieux certainement essayer de les séquencer. Et moi, j'aurais tendance à préconiser de commencer par le footprint, puisqu'il est très structurant et va donner une base de travail qui peut être différente pour un programme de réduction de coûts dans un deuxième temps. Alors, il y a d'autres questions qui ont fleuri là, ces dernières minutes. Il y en a une qui porte sur l'arbitrage entre l'optimum local et l'optimum global. Je le lis. Pratiquer des objectifs de réduction des coûts indépendants pour les différents départements peut favoriser les optimums locaux versus une optimisation globale, ouais. Par exemple placée en make or buy. Ouais. Comment ce genre de problème? C'est un super point. Hein. Enfin, on connaît ce dilemme, notamment sur les activités de maintenance, ou dans les programmes de réduction de coûts, c'est souvent elles qu'on réduit sans trop mesurer l'impact que ça va avoir sur la fiabilité des équipements et l'impact que ça va générer du coup en termes d'arrêt et de coûts. Du coup, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que même si on n'en parle pas beaucoup dans ce webinaire, la gestion des interfaces dans ce programme est très importante. Hein. On y reviendra tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut un programme manager de très haut niveau pour coordonner. C'est il faut absolument éviter les optimums locaux, tant qu'à faire se peut. Et que prendre des actions locales qui vont avoir un impact négatif sur le coût global, ce n'est pas l'objectif. Donc, oui, faire attention. Et oui, ça fait partie de la complexité du programme. Et du coup, faut vraiment bien travailler les interfaces dans le pilotage du programme et dans les idées d'amélioration. Il est très important quand on quantifie les gains d'avoir à la fois les gains, j'ai envie de dire directs, locaux, et les impacts plus globaux pour la prise de décision analytique. Donc oui, c'est un point important. Alors, il y a d'autres questions, certaines dans la partie chat d'ailleurs. Il y en a une qui a été relayée, c'est cette démarche est adaptée à des grandes entreprises ou des grands groupes. Que peut-on proposer comme démarche à un dirigeant de PME? La réponse qui me vient spontanément, c'est que l'approche qu'on décrit ici, elle est peut-être un peu complexe dans sa description, mais c'est bien pour couvrir le cas des grands groupes qui mettent en jeu une quantité d'interfaces importante. À mon sens, dans une PME, la démarche va être plus rapide et la convergence entre les différents stakeholders également. Donc en fait, il s'agirait d'épurer ce qu'on vous présente pour en faire quelque chose de plus rapide, tout simplement. Oui, tout à fait. En fait, la question se pose sur tous les programmes de transformation, en fait, pas simplement les programmes de réduction de coûts. On a l'habitude au PO de travailler à la fois avec des PME, des ETI, mais aussi avec des grands groupes. Nos approches, j'ai envie de dire, elles sont sensiblement les mêmes. La différence, ça va être la vitesse d'appropriation. Effectivement, dans une PME, ça peut être beaucoup plus rapide que dans un grand groupe où il y a une complexité organisationnelle et des silos qui peuvent être très complexes à traiter. Mais finalement, la démarche
dans les grandes lignes, va être la même, mais va être certainement beaucoup plus rapide que la durée des phases qu'on a annoncées au-dessus. Alors, il y a une dame qui nous pose la question, pour les PME toujours, quels moyens et sous quel délai? Je pense que l'approche doit rester la même en termes de découpage, de phasing. Évidemment, les moyens, les ressources que vous allez engager vont être probablement réduits. C'est-à-dire que dans un cas extrême, il y aura un programme manager, pilote dédié à 100% pour ce programme de réduction des coûts, là où dans des groupes, vous aurez des équipes pluridisciplinaires. Et quant au délai, j'ai envie de répondre que ça dépend de la taille de la PME, mais que la plupart des délais qu'on a proposés sont compressibles quand même, puisque il s'agit essentiellement de discuter quand même, de discuter et d'analyser. Donc là, on a mis 2 mois pour la phase 1, une convergence très rapide, ça pourrait se traduire par 2 semaines d'ateliers intensifs au niveau des quelques dirigeants de la PME considérés. Oui, tout à fait. Après, faut pas négliger l'importance quand même des tête-à-tête dans cette phase de préparation. Et même dans une PME, il y a quand même un certain nombre de personnes clés. Et du coup, faut pas non plus aller trop vite. Même si effectivement, là, c'est les délais qu'on a annoncés, on a essayé de mettre des fourchettes, mais c'est quand même plutôt des délais adaptés à des ETI et des groupes. Et ça peut être plus rapide dans le cas d'une PME. Ouais, je pense que le temps incompressible, c'est celui de la réflexion, la prise de recul, en fait. Ouais. Alors, il y a une autre question de la même personne qui nous demande comment associez-vous les instances représentatives du personnel dans la démarche? À quel moment et avec quelles précautions? Alors, on peut peut-être revenir sur la page qui évoquait ce sujet. Voilà. Pense à celle-là. Ouais. Alors, on a déjà eu, je crois qu'il y a déjà eu la question lors du webinaire sur le footprint. Oui. Je pense que la meilleure réponse, c'est le plus tôt possible, mais il faut être prêt, en fait. Et du coup, ça relève l'importance, en fait, très, très tôt, d'être assez clair sur, finalement, comment va se décomposer l'objectif de réduction de coûts entre des natures de coûts qui sont d'ordre ressources humaines versus de l'énergie ou des coûts d'achat. Et d'être capable de les impliquer très tôt. Après, les précautions à prendre, nous, on considère qu'il faut, et on va en reparler dans le plan de communication un peu plus loin, qu'il faut un grand niveau de transparence, parce que dans ces programmes qui génèrent beaucoup d'anxiété, les messages ambigus, c'est les pires messages qu'on peut donner. Donc, un haut niveau de transparence, le plus tôt. Et après, bien entendu, faut s'appuyer aussi sur les personnes qui connaissent dans l'entreprise pour trouver le bon ton dans les discussions qu'on a avec les partenaires sociaux, les IRP. Donc, s'appuyer sur le management, s'appuyer sur les RH pour trouver le bon ton. Mais les règles, c'est le plus tôt possible, en étant prêt avec le maximum de transparence. Alors, il y a encore une question très intéressante. Il y en a une, je pense que tu vas y répondre, Frédéric, dans les pages qui suivent. Ce que je vous propose, c'est de reprendre la présentation. On viendra dans les dernières 10 minutes sur ces questions-là. Très bien. Du coup, la phase 3, c'est la dernière phase avant la phase de mise en œuvre. C'est une phase de préparation de la mise en œuvre. Elle s'articule autour de 4 axes de travail. La première, c'est le premier axe de travail, c'est la vision cible. En fait, quand on va travailler notamment sur les réductions liées aux ressources humaines, ça va avoir un impact sur l'organigramme, que ça soit sur le nombre de TP par boîte de l'organigramme, mais ça peut aussi remanier plus profondément la façon dont les boîtes s'articulent entre elles, et ça peut avoir un impact fort sur le fonctionnement de l'organisation. Du coup, on se retrouve à cumuler à la fois un sujet de réduction de coûts et un sujet de réorganisation. Du coup, il faut le traiter comme un sujet à part entière et être clair dans cette phase-là par rapport aux idées de réduction de coûts qu'on a identifiées, de se dire quel est l'impact sur l'organigramme,
sur les processus de communication entre les boîtes de l'organigramme, de manière à gérer ça de manière fluide, parce que ce qu'on veut absolument éviter, c'est finalement de se retrouver dans un cas où on va mettre en œuvre des idées de manière assez silotée, mais où finalement on va perdre de vue le mode de fonctionnement global de l'entreprise. Et ça peut générer une perte totale de fluidité et un impact sur le business. Donc, c'est tout l'inverse qu'on veut. On veut que le business et les modes de fonctionnement restent le plus fluide possible, malgré l'intensité que peut représenter ce type de programme pour les différentes ressources. Donc, bien regarder la vision cible. Bien entendu, le deuxième point, ça va être l'organisation du programme. C'est quoi la gouvernance? C'est quoi l'organisation de ce programme? C'est quoi les routines dans lesquelles on va le piloter? Le plan de mise en œuvre. Le plan de mise en œuvre, c'est finalement un planning des différentes idées. Les besoins en OPEX et en CAPEX, à ne surtout pas oublier, parce que ça va générer du temps, ça va nécessiter du temps, de mettre en œuvre ces différentes idées. Et bien entendu, le ramp-up des gains en lien avec le planning de mise en œuvre, qui est très important dans cette phase-là, parce que s'il n'est pas clair et s'il n'est pas partagé avec le contrôle de gestion, ce qui risque de se passer plus tard dans le programme, c'est que finalement, localement, on voit un avancement des idées, on voit un gain local, par exemple, en termes de productivité, etc. Par contre, ça ne se traduit pas par quelque chose de concret dans le contrôle de gestion. Donc, le fait de faire ce ramp-up des gains et d'avoir un alignement fort à ce moment-là avec le contrôle de gestion, c'est très important. Et le dernier élément, c'est l'outil de suivi. On voit que tout ça est très complexe. Il y a besoin d'avoir une unicité de la donnée. Une mise à jour d'une idée peut avoir un impact sur le planning, sur le ramp-up des gains. Et c'est très important d'avoir un outil unifié pour suivre ce type de programme. Très rapidement, un exemple d'organigramme. Donc, généralement, un comité de pilotage avec un sponsor du programme qui est généralement le CEO parce que c'est un programme d'entreprise et les principaux exécutifs. Une direction de programme, donc cette équipe-là peut être plus ou moins fournie, comme le disait Antoine tout à l'heure, mais en tout cas, c'est généralement quelqu'un qui a un fort potentiel parce que finalement, le sujet est complexe. Est-ce qu'on va lui demander de faire le lien entre le comité de pilotage et les groupes de travail? C'est un sujet complexe. Et bien entendu, dans les différents métiers, les différentes fonctions, des groupes de travail par thématique, à l'intérieur duquel il faut nommer un pilote et des membres qui vont contribuer à la fois à la génération d'idées et à la mise en œuvre. Après, il y a une fréquence pour que tous ces gens se parlent. Donc, comité de pilotage avec la direction de programme, c'est une fréquence qui est souvent bimensuelle, voire même hebdomadaire. Le lien entre la direction de programme et les groupes, c'est souvent une fréquence hebdo. Et à l'intérieur des groupes, pour assurer un bon rythme, c'est souvent une fréquence quotidienne. On va passer à la conduite du changement. On présente souvent le changement à travers 4 axes. Le je vois, est-ce que mon management est exemplaire? Le je peux, est-ce que l'organisation, les processus me permettent de changer de pratique et de changer de comportement? Le je sais, est-ce que j'ai les compétences? Et le je comprends, est-ce que le sens qu'on me donne finalement me donne envie et me donne du sens pour aller vers ce changement de comportement. Chacune de ces dimensions a une traduction assez spécifique dans le cadre d'un programme de réduction de coûts. Le je sais, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler sur la formation et le coaching à la fois et de servir finalement de ce programme comme une opportunité pour développer les compétences, que ce soit des compétences purement analytiques, de compréhension de ses coûts, des compétences sur la gestion du changement, on le verra un peu plus tard, mais des compétences sur le système de pilotage, sur comment on pilote un projet de ce type-là, mais également des compétences techniques. Donc, c'est l'opportunité, un programme de réduction de coûts, pour que les sachants partagent leur savoir sur des sujets très particuliers et que ça profite au reste de l'entreprise. Donc, le capability building, c'est un axe essentiel. Le je comprends, on y reviendra, mais il y a une importance très très forte de surcommuniquer pendant ce type de programme pour justement que le sens et la compréhension soient très très bien intégrés à tous les niveaux. Ça, c'est la partie plutôt top-down. Et la partie bottom-up, c'est d'être en veille en boucle très très courte sur les signaux faibles qui peuvent venir du terrain. Donc via une hotline, via des baromètres d'équipe.
Le je vois, ça va être l'implication du management, à la fois dans la conduite des routines du programme, mais aussi de manière plus générale sur le management qui va sur le terrain pour communiquer, qui participe aux résolutions de problèmes et à la génération d'idées sur certains sujets. Donc, l'implication du management pour montrer l'importance du programme est très importante. Et le je peux, je vais passer assez vite sur le je peux parce qu'on va zoomer dessus un peu plus tard. C'est finalement de se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai un réel ownership, moi, métier, dans mon coin, sur le KPI de réduction de coûts qu'on m'a demandé de traiter. Pour s'en assurer, faut pas que le KPI, ça soit uniquement un KPI de programme. Il faut aussi que ça soit un KPI opérationnel. Donc, tout le sujet autour du je peux, ça va être de comment je mets dans le système de pilotage des opérationnels un certain nombre d'éléments liés au coût qui peuvent être suivis à côté programme, mais sur lequel on va donner une responsabilité forte au niveau des opérationnels. Sur la communication, très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, 5 facteurs clés de succès. Commencer très tôt, on en a parlé tout à l'heure. Mettre des visages sur le process, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui représente ce changement. Et c'est très inspirationnel de voir un directeur général aller sur le terrain pour présenter le programme. S'adapter aux parties prenantes. Il faut que chaque message, à la fois le véhicule et le contenu, soit adapté au niveau hiérarchique aux populations. Répéter, c'est le côté surcommunication qui va être important. Et bien entendu, être cohérent, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un sujet qui est anxiogène et la moindre incohérence peut générer des grosses craintes et des interrogations dans les équipes. Enfin, la outline, un élément qui est clé, c'est qu'il faut être capable d'être à l'écoute des questions. Il faut être capable d'y répondre et surtout quand on ne sait pas y répondre, à défaut d'y répondre, il faut dire qu'on a bien entendu la question et il faut communiquer une date à laquelle on serait capable d'y répondre. Parce que si on laisse ça dans le flou, ça génère de l'anxiété. Comment intégrer finalement dans le système de pilotage les éléments du programme de réduction de coûts? On a tendance à structurer un système de pilotage avec 3 dimensions, les revues de performance, la résolution de problèmes structurés et la présence terrain. Donc, dans un programme de réduction de coûts, comment ça va se traduire, le fait de l'intégrer à un système de pilotage? Dans les revues de performance, d'essayer d'y intégrer un maximum, et ce, au plus près du terrain, des KPI qui vont avoir un impact sur l'objectif de réduction de coûts in fine. Dans la résolution de problèmes, ça va être de s'assurer de la présence managériale dans la résolution des problèmes qui sont liés à la mise en œuvre de nouvelles pratiques ou d'idées qui vont viser à la réduction de coûts. Et la présence terrain, ça, c'est un sujet qui est tout le temps important, mais qui va permettre de montrer que le management, et ce à tous les niveaux, s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain et vient prendre en direct l'information pour savoir ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien, et derrière générer ou aider dans la résolution de problèmes. Donc, ces 3 dimensions qui sont des dimensions qui sont toujours valables dans un système de pilotage, il y a certainement besoin de les faire évoluer et d'y intégrer un maximum le programme de réduction de coûts. Voilà un exemple d'arbre des coûts où finalement on est parti des coûts de l'usine au départ et on est allé jusqu'à des drivers de coûts assez fins qui pouvaient se traduire très très facilement dans des KPI qui se retrouvaient sur les tableaux blancs du pilotage de performance d'un chef d'équipe. Voilà, je vais finir par les facteurs clés de succès très rapidement pour laisser 10 minutes aux questions. Les 5 facteurs clés de succès qui résument cette méthodologie, c'est déjà la suivre. Et même si dans une PME, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être plus rapide, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de raccourcis qu'on pourrait prendre. Il faut bien entendu adapter à la dynamique d'équipe, au contexte, à la taille, mais il y a un certain nombre d'incontournables dans cette méthodologie qui sont valables pour toutes les tailles de société. Anticiper les sujets qui touchent à la nature de coûts RH, on en a parlé tout à l'heure. Surcommuniquer et accentuer l'écoute du terrain. Il n'y a pas de signaux faibles dans ce type de programme, ou en tout cas, un signal faible peut vite
se transformer en signaux forts. Donc, être très, très à l'écoute de ce qui remonte du terrain, être pointilleux sur la gestion du process. Là, on ne parle pas du process noble de stakeholder management, mais tout simplement de faire très, très attention à qui on invite, à qui on envoie les comptes rendus des ateliers, parce que ça peut vite être très, très mal perçu. Hein. Un atelier de réduction de coûts lié aux réductions de TP, une personne qui n'est pas invitée, elle se sent exclue, elle peut avoir la crainte de faire partie de ceux à qui on va demander de partir. Donc, c'est très important d'être très, très vigilant à toute la com non maîtrisée que peut générer un process qui est mal fait. Et être très transparent sur les risques et les plans de levée de risque tout au long du programme, de la phase 1 jusqu'à la phase de mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est très important en boucle courte. Voilà, on va laisser quelques minutes pour des dernières questions s'il y en a. Alors, il y a une question qui porte sur la possibilité de faire un programme tel que tu le décris, sans renforcer le processus de pilotage. Tu viens de répondre, je pense, Frédéric, mais aussi de planification. Est-ce qu'il est possible d'engager un programme de réduction des coûts sans booster par ailleurs tous les métiers de planification, au sens large, je pense, vu la question. Ok. Notamment. Ok. Sur la planif, je sais pas trop. Est-ce qu'on parle de la planification du programme ou vraiment la planification opérationnelle supply chain? Opérationnelle. Hein. Je pense qu'il y a. C'est difficile d'avoir une réponse hyper tranchée en fait. Hein. Forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, si on est dans un environnement très variable en termes de demande, peut-être que la planification faut pas leur mettre tout de suite le programme de réduction de coûts et peut-être plutôt travailler aux pratiques, à la robustesse des pratiques en elles-mêmes et aux compétences au sein de la planification avant d'encombrer, j'ai envie de dire, ce métier clé avec des notions de réduction de coûts. Donc, il y a une notion de phasage dans tout ça. Donc, ça, c'est pour la planification. Le premier élément de la question, c'était quoi, Antoine? C'était le pilotage. Est-ce qu'on peut faire l'impasse sur le pilotage de la performance? Alors, certainement non. Et on peut le voir à l'inverse. C'est que finalement, si on veut que ce programme de réduction de coûts soit pérenne, en fait, il faut prendre ce programme de réduction de coûts comme une opportunité, soit de mettre en place du système de pilotage. Quand on met en place un système de pilotage, on choisit l'angle d'attaque. Hein. Quand il n'y en a pas, l'angle d'attaque peut être qualité. Et l'angle d'attaque, si le sujet du moment, c'est les coûts et que le système de pilotage n'existe pas, ça peut être une opportunité, ce programme de réduction de coûts, pour le mettre en place et l'orienter coûts. S'il existe, c'est simplement le compléter, comme on le disait tout à l'heure. Alors, du coup, tu viens de répondre au moins partiellement à la dernière question qui a été posée. Dans les facteurs clés de succès ne figurent pas les prérequis nécessaires. Or, toutes les entreprises n'ont pas un système de pilotage de performance structuré. Donc, si je reformule, Frédéric, on peut considérer qu'un programme de réduction des coûts est une opportunité pour structurer un système de pilotage qui est un petit peu complètement, parce que en fait, construire un système de pilotage, c'est compliqué, mais c'est un élément ultra fort de conduite du changement et d'embarquement des équipes. Et en fait, le fait de se dire que c'est une opportunité, c'est à la fois une opportunité et une obligation. C'est-à-dire, le fait de le créer, ça va responsabiliser les équipes sur les coûts dans le cadre de leur pilotage opérationnel et de leur vie au quotidien. Donc, c'est une vraie opportunité de le faire. Donc, c'est pas un prérequis en tant que tel. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte comme un axe majeur du programme de réduction de coûts. Oui, et puis tu tiens via ce programme de réduction des coûts, tu tiens un levier majeur d'acculturation des équipes quand ce n'est pas déjà le cas, hein, Tout à fait. De coûts et de budget. Tout à fait. Il y avait une question qui était assez proche finalement de la question sur les métiers de planification et de pilotage. Je vais la lire. Dans un contexte de forte incertitude sur le niveau de la demande, comment réduire les coûts à court terme sans obérer la capacité de réaction à la reprise à moyen terme? Je pense qu'un des éléments de réponse, je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, Frédéric, c'est de différencier un petit peu la vitesse à laquelle on vient
optimiser les fonctionnements de différents métiers. Pour répondre au niveau de la demande très variable qu'on va devoir affronter dans les mois qui viennent, je pense qu'il y a des métiers qui vont devoir être laissés un petit peu sur le côté du programme, aux bornes du programme, le temps qu'elles s'adaptent, ces métiers s'adaptent à la variation de la demande et du contexte. Et donc, je pense que c'est dans la séquence du plan de mise en œuvre qu'on va trouver une réponse à la question de cette phase un peu perturbante. Tout à fait. C'est vraiment dans le design du programme au départ qu'il va falloir se poser ces questions. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le côté construction spécifique du programme à la situation. Et effectivement, il y a peut-être des fonctions sur lesquelles il va falloir plutôt travailler à la bonne compétence, la bonne maturité des pratiques pour justement gérer cette flexibilité. Et à contrario, il y a peut-être des natures de coûts, même dans le contexte actuel, il n'y a pas de raison de les adresser. Je pense notamment à du scrap, de la non-qualité, de l'optimisation technique qui va permettre de générer des gains au niveau de l'énergie. Donc, je pense que tout ça fait partie de la construction du programme et de la décomposition en arbre des coûts fine qui permet justement de se poser toutes ces questions. Alors, il y a une dernière question. Je propose qu'on y réponde pour ensuite peut-être laisser le mot de la fin à Frédéric et Mickaël. C'est la cinquième dernière question, Antoine. C'est ça. Conseillez-vous d'utiliser le Lean pour réduire les ETP? Alors, la formulation de la question me pose un petit souci. Donc, je pense que dans ce qu'on a évoqué très rapidement en amont, on a dit que les méthodes Lean centrées sur la chasse au gaspillage et autres techniques d'observation active pouvaient être un levier indispensable pour décliner l'objectif de réduction des coûts jusqu'au niveau opération. Par contre, je pense que pour reformuler un peu votre question, le Lean est un moyen d'identifier des pistes, mais ça ne doit pas être un objectif, enfin un levier a priori pour réduire les coûts ETP. En fait, ouais. Pardon Antoine. Vas-y. Ouais, c'était l'un des points en fait quand on présentait un peu les différents outils et le niveau finalement de collaboration qui nécessite et le niveau d'embarquement qu'ils vont générer. Le Lean, l'avantage, c'est que ça va permettre d'embarquer les équipes parce que en tout cas dans la phase de redesign des processus et des pratiques. Par contre, pour un sujet de réduction de TP, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir du collaboratif sur un sujet où derrière, on donne des idées pour réduire le nombre de personnes dans ces équipes, c'est compliqué. Donc, suivant les situations, soit on se contentera d'avoir une génération d'idées qui vient plutôt d'un expert extérieur, comme on le disait tout à l'heure, via l'observation par exemple, ou via le détail des activités à travers l'analyse MAE, soit on se contente de ça, soit on le mêle, on le fait en 2 temps, on commence par ça pour avoir déjà une première idée, et derrière on fait quelque chose de plus collaboratif. Dans l'absolu, c'est le meilleur outil. Dans le cas de la réduction de TP, si on n'a pas le niveau de collaboration nécessaire, ça peut être insuffisant en tant que tel, parce que les équipes ne vont pas générer des idées pour réduire le nombre de personnes dans leurs équipes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Hein. C'est certainement le meilleur outil, mais il y a besoin de le compléter en amont par de la génération d'idées qui vient d'un expert extérieur. Oui, alors je reviens un petit peu sur la question parce que la personne qui l'a posée nous fait un post-scriptum. Il me semble que ce n'est pas la philosophie du Lean. C'est pas la philosophie du Lean si on en fait l'objectif du Lean. Si l'objectif du Lean, de l'approche Lean, c'est de réduire les ETP, bon, à mon sens, ça fonctionne pas. Mais l'approche Lean pour identifier des leviers dont certains sont la réduction d'ETP, pour moi, ça par contre, c'est complètement cohérent. Voilà. Ouais, je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais ok. Il est 11h01, peut-être qu'on peut conclure, Frédéric? Oui, écoutez, déjà, je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe OPO pour leur contribution, plus particulièrement Antoine pour son aide dans la préparation. Je remercie également l'ensemble des participants
en espérant que vous serez nombreux à continuer à nous suivre, à commencer par la webconférence Démodé en association avec OSS Venture Builders la semaine prochaine. Je vous dis au revoir. Je vais laisser Michael en dire 2 mots avant qu'on finisse le webinaire. Oui, bonjour à tous et toutes. La semaine prochaine, donc, on aura à nouveau un Demo Days qui fera suite à celui qui a eu lieu il y a un mois, où on aura 3 tables rondes et 2 grands témoins. L'introduction sera faite avec Yves Gégaud, qui est donc député, ancien ministre et qui est président du label Origine France Garantie, qui nous parlera de la réindustrialisation de la France. On aura ensuite un premier débat autour du dialogue social, dialogue avec les équipes, dialogue avec les actionnaires, comme levier pour sortir à court terme de la crise. Un débat sur 2008 et qui fera suite à une enquête qu'on a fait au niveau d'OPO auprès d'une centaine de dirigeants pour savoir quelles sont les perspectives à court et moyen terme et comment on peut du coup s'inspirer de 2008, auquel participera Henri Morel, notamment le président de la Fédération des industries mécaniques. Et puis un dernier débat sur la solidarité, à la fois entre le public et le privé et entre les donneurs d'ordre et les PME. Et enfin, on aura une conclusion et un fil directeur qui sera tenu par Pierre Vels, ingénieur sociologue, qui nous permettra d'apporter son éclairage tout au long de ce Demo Days. Dans les différentes tables rondes participeront à la fois des dirigeants de PME, de TI, des startups, et puis il y aura aussi des institutionnels des régions. Donc voilà, venez nombreux, n'hésitez pas à communiquer autour de vous sur cet événement. L'idée, c'est qu'on partage le plus possible à nouveau ensemble sur la situation et puis qu'on en sorte en ayant une meilleure compréhension collective à la fin de ce qui se passe en ce moment et de comment on peut sortir collectivement de la crise. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis, du coup, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.